continuons notre exploration des habitats insolites après les cabanes perchées dans les arbres. Nous voici à Saint-Bonnet-du-Gard pour parler tipi et yourte. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes à Saint-Bonnet-du-Gard, près du pont du Gard. Je suis en compagnie de Richard Combe sur le campement des Pierres à Feu. Nous allons découvrir deux habitats originaux, les tipis et les yourtes. Nous sommes devant une yourte justement. Elles viennent de Mongolie. Vous les avez fait venir exprès donc pour cette installation ici à Saint-Bonnet. On les a fait venir à Saint-Bonnet de Mongolie. Donc c'est un ami qui est super passionné des Mongols et qui va souvent là-bas, à Oulan-Bator. Et donc il nous a ramené deux yourtes qui ont été réalisées là-bas chez les Mongols et que nous on a établi ici sur notre camp. Comment vous avez eu envie, vous, d'installer cet habitat? La passion des cultures nomades. Vous avez voyagé vous-même? Non, j'ai pas voyagé, mais c'est un de mes plus grands souhaits avec ma femme. Mais en fait, nous, ce qui nous plaît, c'est les cultures nomades et le lien qu'il existe entre elles, c'est-à-dire par exemple les Indiens et les Mongols, même les Tziganes. Et on trouve qu'ils ont beaucoup de liens culturels. Et c'est justement cette culture qu'on veut faire partager à tous nos clients qui viennent ici. Quels sont ces liens alors justement de fraternité, j'imagine? Le nomadisme, c'est-à-dire ne jamais rester en place, bouger de lieu en lieu, suivre les animaux, suivre les pâtures. Et ce grand respect qu'ils ont aussi également pour la nature. Nous sommes donc devant une yourte mongole. C'est un habitat traditionnel. Comment ça se présente pour l'installer? Parce que c'est quand même d'une taille importante. J'imagine que c'est compliqué. Il faut être combien? Alors, maintenant, on n'est plus que deux avec ma femme pour le construire. Au tout début, on était toujours deux, mais seulement on mettait 2-3 jours pour la mettre en place. Bon, maintenant, à une matinée, normalement, c'est fait, quoi. À deux en une matinée? Ouais. Donc vous avez bien pris le rythme. Ouais. Mais le truc dans une yourte, c'est qu'il faut pas avoir l'esprit vraiment cartésien, sinon on va pas y arriver à la construire. Il faut la laisser vivre un peu, la yourte, quoi. Il ne faut pas qu'elle soit pile, tendue. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête à ce que ce soit droit, qu'il y ait un angle. Non. La yourte est l'habitat traditionnel des nomades mongols et turcs qui vivent en Asie centrale. C'est une tente en peau ou feutre. En Mongolie, plus d'1 million de personnes vivent encore sous une yourte. C'est une habitation familiale comprenant une pièce unique autour d'un poêle. On y trouve plusieurs lits qui servent souvent de siège pendant la journée et une table basse où est posée la nourriture. La seule ouverture est la porte d'entrée à l'opposé de laquelle se trouve traditionnellement le lit du chef de famille. La taille des yourtes est conditionnée par le nombre de murs ou treillis en bois qui la composent. La taille standard est une yourte de 5 murs pour un diamètre de 5,80 m et une hauteur maximale de 2,30 m. Les yourtes, d'une manière courante, peuvent avoir de 2 à 12 murs, soit mesurés de 9 m à 122 m². Dans les yourtes mongoles, on trouve aussi l'outre en pot qui contient le lait de jument, ce dernier fermenté et transformé en fromage ou servi liquide. Une yourte peut être montée ou démontée en seulement 30 minutes si toute la famille se met à la tâche. Allez, on rentre à l'intérieur. On a deux pieds centraux comme ça qui tiennent l'habitat, le tour. C'est quelle matière en fait? C'est du mélèze. C'est du mélèze. C'est du mélèze, donc un bois très résistant pour tout ce qui est habitat nomade. Et la toile par contre, c'est vraiment aussi une toile traditionnelle? Alors tout est traditionnel. L'intérieur c'est en laine. J'essaie de vous montrer un peu sur le côté. On peut voir l'intérieur. Je vais enlever une punaise. Et là, vous avez donc le treillis de bois qui fait tout le contour de la yourte. Donc il y a 5 murs comme ça en fait, qu'on attache les uns aux autres. Et quand on installe une yourte, en premier on met la porte. On ouvre la porte, elle tient toute seule et après on commence à fixer les treillis. Après par derrière vous avez le feutre de yak, l'animal qui est en Mongolie, c'est qui fait une super isolation. Et après vous avez une toile imperméable, celle que vous voyez de l'extérieur en fait. Donc c'est vraiment un isolant impeccable, on craint rien l'hiver. Non. L'hiver, on peut mettre un poêle à bois. Un poêle à l'intérieur, c'est fait c'est pour ça qu'on a le petit toit là ici. Voilà, exactement. Vous avez une petite sortie pour faire passer le poêle à bois.
On a fait le jour de l'Inde à la yourte. Dehors, il faisait -2 et dans la yourte, il faisait 22 degrés. Et alors, du coup, vous la démontez quand même Voilà, on se force à la démonter parce que la yourte, il ne faut pas qu'elle reste longtemps trop en place. Sinon, elle commence à jouer. Et bon. Donc, du coup, on la démonte et en hiver, on la stocke et on la ressort au printemps. Alors, vous en avez 2. Est-ce qu'elles ont des spécificités particulières? La décoration n'est pas la même dans les deux. Celle-ci, elle est plutôt pour des cérémonies, comme les anniversaires, les mariages. Et l'autre, elle est beaucoup plus petite maisonnette, en fait. Alors, comment ils vivent, justement, les Mongols avec leur yourte? Ils ont plusieurs yourtes pour plusieurs événements? Non, c'est la même yourte, en fait. Une yourte, c'est super modulable à l'intérieur. Vous pouvez l'aménager qui change à en votre fonction gré, des événements. En fonction des événements. Bonjour, je me présente donc Philippe Rouquette. Je suis apiculteur depuis 1988. J'ai repris l'affaire de mes parents, donc une exploitation créée dans les années 60 et donc on est apiculteur professionnel depuis ces années-là. Aujourd'hui, donc on arrive grâce à la transhumance de nos abeilles à faire 11 variétés de miel différentes puisqu'on fait du miel de romarin, du miel d'acacia, du miel de lavande, du miel de bruyère blanche, de chardon. Enfin, il y en a 11 très différentes de l'un à l'autre. Une ruche, c'est constitué de 50 000 abeilles à peu près. Dans chaque ruche, vous savez qu'il y a une reine. La reine n'a qu'une seule fonction, c'est pondre des œufs, elle ne fait absolument que ça. Donc elle va renouveler automatiquement les abeilles qui vont mourir fréquemment, puisque la vie d'une abeille, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est relativement courte en période mielée, puisque sa vie entre 4 et 6 semaines, donc des périodes ici qui commencent au mois de mars et qui se terminent au mois d'octobre. Donc une abeille, ça ne vit pas longtemps, donc il faut qu'elle soit renouvelée par la reine qui va pondre constamment des œufs. Une reine a une cadence de ponte relativement importante puisqu'elle pond entre 1500 et 2000 œufs par jour. Le premier pollinisateur qui est sur Terre, c'est l'abeille et elle est en grand danger depuis quelques années. Donc on a des grosses pertes de ruches à l'heure actuelle. Donc, et c'est pas que nous, notre exploitation, c'est général sur la planète entière. Donc le cheptel d'abeilles disparaît. Et automatiquement, on risque d'avoir des problèmes dans quelques années de pollinisation et donc de notre nourriture propre, puisque on sait très bien, grâce à des études, que 35% de notre chaîne alimentaire dépend de l'abeille. Donc du jour au lendemain, il y a 35% de ce que l'on mange qui risque de disparaître si l'abeille vient à disparaître. On va extraire notre miel ici sur la miellerie et on va après le mettre en pot. Donc aucune transformation, nous on intervient rien que dans l'extraction du miel pour sortir le miel des alvéoles, mais on ne touche pas du tout le produit. Donc le produit tel que l'abeille l'a fait, il vous arrive dans le pot comme vous avez vu à la mise en pot. Et on s'est tourné vers de la qualité puisque c'est notre cheval de bataille et c'est grâce à cette qualité qu'on arrive à avoir un retour de clientèle excessivement important. C'est pour ça qu'on s'est tourné aussi vers le label Sud de France qui a cette identité-là, donc de produits régionaux et donc ça rentre totalement dans notre cadre de commercialisation de notre produit aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients qu'on reçoit demandent excessivement ce genre de choses, la traçabilité, qui produit, comment c'est produit, beaucoup de questions sont posées. Donc c'est vrai qu'en recevant directement le public sur notre site, ça permet aussi de leur expliquer tout ça et les gens sont vraiment friands de ces informations. On espère encore avoir beaucoup de confiance dans ce genre de production. Et Maya l'abeille. Le miel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui, ne fait pas grossir. C'est souvent la tartine beurrée sur laquelle on va mettre le miel, c'est l'ensemble qui va vous faire grossir. Le tout, c'est d'en manger régulièrement du miel. Si on a une cuillère à café tous les matins, ne serait-ce que pour sucrer son petit déjeuner, c'est très bien. En remplacement du sucre blanc qui est la saccharose, puisque le miel est constitué de très très peu de saccharose, il est constitué essentiellement de fructose et de glucose. Donc c'est plutôt des sucres qu'on n'a pas en grosse quantité dans notre alimentation quotidienne. Et puis ça a tout le côté donc antiseptique, puisque le miel a son côté qui va vous nettoyer un petit peu de tous les petits microbes que vous pouvez avoir régulièrement. Donc il faut en manger surtout régulièrement. Et quand vous sucrez votre petit déjeuner, vous allez voir que vous utilisez beaucoup moins de miel, puisque ça a un pouvoir sucrant beaucoup plus important.